Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais que c'est une série de vidéos qui vous plaît énormément puisqu'il s'agit de la partie Fashion Focus épisode 4 concernant les Pre-Fall 2021. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau qu'on échange, que je vous partage plein d'exclusivités, plein de news mode, donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez également liker mes vidéos sur YouTube, vous abonner à la chaîne parce que je produis plein de contenus différents, plein de news, donc on se rejoint ici. Concernant les collections pre-fall, donc en fait les collections pré-automne, mais pourquoi pré-automne, j'aurais plutôt dit post-automne, mais bon c'est pas grave, c'est l'équivalent des collections croisières. Donc il faut savoir que les collections automne-hiver et printemps-été ne restent pas très longtemps en boutique, mais la collection pre-fall est celle qui reste la plus longtemps en boutique, donc celle qui est la plus rentable et la plus achetée. Pourquoi l'univers de la mode a créé ces collections bien spécifiques? C'est tout simplement pour répondre à la question de nouveauté, à la demande perpétuelle de la clientèle de nouveauté. C'est vrai que la clientèle du luxe a besoin d'avoir la nouvelle pièce tendance, la nouvelle pièce rare. C'est vrai que les réseaux sociaux n'ont absolument pas calmé cette envie et donc du coup les enseignes de mode ont créé cette collection pour calmer un petit peu les ardeurs. Et donc les collections généralement pre-fall sont beaucoup plus portables, sont beaucoup plus accessibles, sont moins travaillées, moins artistiques parce que c'est un but purement mercantile. Le but c'est de vendre et de faire du chiffre d'affaires. Et c'est justement pour cette raison qu'au premier confinement, donc au mois de mars, que Gucci a dit qu'il arrêtait complètement cette effervescence et ces 6 défilés de mode par an parce que c'était juste pas possible, c'était épuisant et c'est surtout que c'est absolument pas écolo, mais vous avez certaines marques et notamment des maisons françaises qui ont bien évidemment joué le jeu, donc on va décortiquer ensemble. Concernant ces collections pré-automnales, on part généralement pas de zéro. On reprend des croquis, on reprend la thématique des grands défilés automne-hiver, printemps-été. C'est un petit peu un défilé de transition comme les collections croisières. Donc en termes de coût, c'est beaucoup moindre, mais en termes de rentabilité, c'est vraiment le jackpot. On commence avec le défilé Chanel qui s'est déroulé dans un château et qui mettait à l'honneur toute la partie royale, Louis XIV, mais également Catherine de Médicis. Donc c'est vrai que toutes les maisons de luxe vont appeler leur collection pre-fall, sauf Chanel qui explique cela comme étant une collection métier d'art et donc pour mettre en avant les métiers de l'artisanat de la maison Chanel, donc les brodeuses, les plumetiers, tous ces métiers très spécifiques et ces métiers de l'artisanat. Donc le défilé a été retranscrit sur IGTV, sur Instagram mais également sur YouTube et c'était au château de Chenonceau et donc on était vraiment dans un esprit très royal avec des matières comme le velours, beaucoup de doré, beaucoup de tweed et justement c'était un clin d'œil à Catherine de Médicis. Pourquoi? Parce que Gabrielle Chanel adorait Catherine de Médicis et d'ailleurs on lui prête le double C. Catherine de Médicis signait tout simplement les actes royaux avec un double C. Je vous ferai de toute façon l'histoire de Gabrielle Chanel de façon plus détaillée, mais en tout cas c'est une reine qu'elle apprécie particulièrement. Concernant le défilé, on voit ses inspirations avec de longs par-dessus en velours et c'est une collection qui a fait beaucoup parler parce que c'est quelque chose d'hyper rétro, hyper années 90-2000, mais le côté que l'on n'avait pas forcément aimé. C'est vrai qu'avec ce défilé, c'est le retour du ras de cou, c'est le retour du velours, mais c'est surtout le retour du combo ballerine, legging, mini-jupe. Et donc effectivement, vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à me dire en retour de story que c'était pas beau. En plus là on est sur un legging assez mélaminé, métallisé, bien gris, donc c'est vrai que c'est soit on aime soit on n'aime pas. Moi personnellement il y a quelques pièces que j'ai bien aimées. J'ai adoré justement le fait que l'on mette en avant des métiers d'art comme les bottiers, les plumetiers comme je vous le disais. Il y a quelques pièces qui sont effectivement très jolies, il y a des belles mailles, des beaux pulls, mais c'est vrai que l'ensemble de la collection j'adhère moins. Dites-moi vous en commentaire, mais c'est vrai que c'est très années 90-2000, c'est le look que je portais, le combo jupe, ballerine, legging au collège et c'est pas forcément une époque dans laquelle j'aimerais revenir. Donc voilà, c'est pas en tout cas un défilé marquant pour moi, mais n'hésitez pas à me donner vos avis. On passe à la collection Pre-Fall de Balenciaga et cette fois-ci ils ont décidé de taper fort avec un côté jeu vidéo. Donc ça fait déjà plusieurs années qui jouent sur le côté jeu vidéo. Ils ont ciblé une population très streetwear, très hip-hop, très rap avec les speed trainers, avec vraiment
des dad shoes, des grosses baskets, mais ils ont décidé de s'attaquer à un autre public qui a également du pouvoir d'achat. On le voit notamment avec le lancement de la PS5. Il s'agit des gamers et des gameuses. Je vous ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs Fashion Focus épisode 2 là-dessus, et vous avez été nombreux à réagir là-dessus en me disant mais effectivement, quand on est gamer ou gameuse, on aime bien investir pour avoir la nouvelle PS5, setup hyper sympa pour pouvoir faire des jeux vidéo, et donc c'est aussi un budget où les marques de luxe se sont dit mais ce serait sympa d'investir chez nous, ce serait sympa de s'acheter des belles pièces, et donc ils ciblent vraiment cette population là. Burberry l'a fait et Balenciaga forcément prend le pli avec là un côté un peu rétro-futuriste. C'est un jeu qui, alors certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient adoré l'expérience. Moi je suis pas gameuse. J'ai juste trouvé que sur smartphone, de toute façon je vais mettre une capture d'écran, j'ai trouvé l'expérience pas waouh, mais bon, c'est intéressant. Après, c'est vraiment, on prend le mannequin et en fait, on change de mannequin. C'est un voyage entre les époques. On passe de médiéval à actuel, à rétro-futuriste, à futuriste. Donc c'est une collection. Pour le coup, je vous ai dit en première partie que c'était hyper portable et le but c'est de faire vendre. Là non, c'est plus un coup marketing parce que clairement les cuissardes, esprit médiéval, un petit peu en mode les visiteurs, est-ce que ça se porte dans la vraie vie? Non. Par contre, chapeau, parce qu'effectivement tout ce qui a été maille côtelée, tout ce qui est tenue de chevalier ont été faits en Angleterre dans les respects de la tradition, parce qu'on s'inspire vraiment de la cavalerie anglaise pendant la période du Moyen-Âge. Donc en termes d'artisanat, on y est. Après la collection, bon, moi clairement je préfère passer mon tour, mais dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Pour cette partie jeux vidéo, vous aviez également l'immersion avec un casque 3D. Après encore faut-il en avoir un, c'est pour ça que moi je vous disais que sur la partie smartphone j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais je pense que quand on a tout l'appareil, tout l'outillage, effectivement ça peut être assez sympa. C'est une plongée un petit peu dans un monde un peu à la Walking Dead, mais bon, est-ce que ça va faire vendre? Je ne sais pas. Est-ce que ça va faire parler? Ça c'est certain. On reste dans cet esprit hyper galactique, mais cette fois-ci on va du côté de chez Dior et Dior Homme. On parlera tout à l'heure de la collection Freefall pour les femmes, et donc cette fois-ci ça a été une collection assez spécifique puisqu'elle a été faite en collaboration avec un artiste peintre qui est Kenny Scharf. Et donc Kenny Scharf va faire des petits monstres hyper rigolos, hyper colorés, hyper pop culture, et donc ces peintures ont été imprimées directement sur les tissus, sur les costumes, sur plein de matières, et donc on voit le côté très structuré, très tailoring de Dior, avec ce côté hyper pop culture sous un fond galactique, et donc on est vraiment plongé dans un monde un petit peu hyper coloré, hyper fun, et surtout avec la musique donc du groupe Delight, donc c'est Pussycat Meow la musique, et on est sur un côté hyper house années 90 mais hyper décalé, et vraiment je crois que c'est le mot d'ordre de cette collection, c'est décalé. Et donc Kenny Scharf, vraiment son leitmotiv c'est la planète, c'est l'écologie, et donc les petits monstres justement bleus avec les monstres rouges, c'est vraiment la lutte contre la destruction de la planète, et donc ça a été aussi le leitmotiv de cette collection qui, surtout dans une ère avec le Covid etc, c'est aussi une manière de lutter tout en couleur contre le réchauffement climatique et contre les dangers que rencontre la planète. Autre chose que Kim Jones a mis en œuvre, donc c'est le directeur artistique homme de Dior, c'est de travailler avec une broderie chinoise. Un travail traditionnel qui date de plus de 2000 ans et qui a été utilisé énormément pendant la dynastie Ming. Donc là on est justement sur ce côté hyper pop culture et ce côté hyper traditionnel que j'ai beaucoup aimé dans la collection, et c'est un travail qui prend effectivement des heures et des heures à réaliser. Et donc personnellement j'ai adoré cette collection, dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé. On passe au vestiaire féminin. C'est vrai qu'aujourd'hui la mode a plus qu'avant en tout cas ce côté investissement, ce côté rentabilité, et c'est vrai que du coup il y a souvent des décisions hyper antagonistes parce que vous avez d'un côté le directeur artistique qui, comme son nom l'indique, est sur la création et sur l'art et sur un autre courant de pensée, et puis vous avez aussi le comité de direction qui va lui dire alors attends je t'arrête tout de suite, ça c'est pas rentable, c'est pas vendeur, on veut de l'argent. Et c'est vrai que du coup les directeurs artistiques peuvent parfois être un petit peu restreints à se dire bon bah je vais faire quelque chose un peu moins coloré, un peu moins fun, et Maria Grazia c'est exactement ce qu'elle dit, et je vais vous la citer pour que ce soit beaucoup plus clair. Elle parle donc de shopping d'investissement, ce manteau de laine noir classique, ce pull bleu marine, mais également ce pantalon confortable, mais je ne veux pas de manteau noir, a-t-elle déclaré, je veux un manteau léopard.
Et d'ailleurs les collections, les 2 dernières collections ont été faites à distance avec le confinement et avec la pandémie, donc c'est souvent par Skype et par appel, et donc elle disait à ses équipes qu'elle veut du léopard, elle veut du transparent, elle veut du fun. On sent dans cette collection toute l'inspiration qu'elle a pu avoir quand elle était enfant avec les années 70, avec le côté rétro, le côté PVC, les bottes hautes, les couleurs, le côté vraiment pop. Et puis on sent qu'elle a envie de danser quoi, elle a envie de danser, elle a envie de liberté, elle a envie d'énergie, et d'ailleurs elle le dit, maintenant nous désirons quelque chose qui donne de l'énergie, quelque chose de complètement différent. Après cette année si intense et si déprimante, et je la rejoins, j'aimerais revenir sur la mode qui a commencé ma carrière, le côté ludique, et transformer les codes Dior par cette attitude. Ma génération a été hyper influencée par la pop culture et c'est exactement ça, on le voit avec des parkas PVC, avec des t-shirts j'adore Dior, ça c'est complètement hyper rétro, les couleurs, les barésilles. Personnellement c'est une collection que j'adore, j'ai adoré justement le parka en PVC avec le monogrammé Dior, je le trouve magnifique, le bob également, le léopard un petit peu partout qui a été mis vraiment sur toutes les pièces, notamment le cabas en toile de jacquard iconique. Mais pareil, comme Chanel, retour du legging, cette fois-ci le legging en résille et retour de la ballerine. Personnellement c'est une tendance que je n'aime pas trop, et ce qui est assez drôle, et je vous l'avais dit en story, c'est que pendant très longtemps la mode des années 90-2000 a été boudée par la mode, c'est-à-dire qu'ils ont fait des collections et puis quelques années après ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est ringard, quelle horreur, et voilà, ils ont un petit peu caché ça sous le tapis. Et c'est pour ça d'ailleurs que par exemple le saddle bag Dior inventé par John Galliano a complètement perdu ses fans dans les années 2009. C'était devenu ringard et c'est ce qui nous a permis à beaucoup d'ailleurs d'acheter ce sac pour 3 fois rien, et après c'est revenu à la mode. Donc les années 90-2000 reviennent depuis vraiment ces 5 dernières années, ça revient à la mode. Bon, il y a des choses quand même où on préférait quand même les laisser au placard. Après dites-moi, hein, peut-être que le legging ballerine version Dior vous adorez. Encore une fois, les goûts peuvent être très différents. On passe à la collection Pre-Fall de Balmain, et donc Olivier Rousteing a créé une collection Pre-Fall qui est toujours dans le côté monogrammé sequin qu'il nous a présenté à la dernière Fashion Week. Mais là, on est justement sur rendre l'inaccessible accessible, puisqu'il a fait un shooting en pleine vitrine de la boutique Saint-Honoré, et donc du coup les passants s'arrêtaient pour voir cela, parce que souvent c'est très caché, la mode est cachée, la mode est inaccessible. Les Fashion Week, si vous n'êtes pas invité, vous n'y assisterez pas, donc c'est hyper fermé. Et donc là vraiment c'était intéressant de voir des gens qui pouvaient s'arrêter, avoir la chance de voir cette partie là. J'avouerai que moi si j'avais eu la chance de voir cela, j'aurais été comme une folle. Olivier Rousteing prône l'inclusivité, on l'a vu également avec Isolde qu'il avait choisi pour chanter sur son dernier défilé sur la scène, sur un bateau. Voilà, il rend la mode plus accessible, il ouvre à un autre public, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas forcément à la mode, mais Olivier Rousteing, ça leur parle, un petit peu comme Jacques Mus. Voilà, c'est une nouvelle génération de directeurs artistiques qui parle aux jeunes, et une nouvelle génération et à beaucoup plus de monde, à une audience beaucoup plus grande. On passe à la dernière collection, c'est la collection Saint-Laurent qui a été publiée sur leur chaîne YouTube, et donc on est complètement dans le désert. Je trouve cela hyper poétique, on est vraiment sur un esprit très sauvage, un retour aux sources, et vraiment quelque chose de... vraiment une rupture entre les talons de 15 cm, les robes hyper structurées, le smokey eyes, les bijoux dorés. Mais l'image de la collection, l'esprit de la collection, c'est j'aimerais que vous soyez ici, parce qu'effectivement avec cette pandémie, on peut pas être ensemble, on a été confinés, donc forcément les collections Pre-Fall sont hyper privées, hyper cachées, et donc c'est aussi ce clin d'œil de se dire je vais faire un défilé dans un désert complet, sans personne, et en ayant cette pensée que j'aimerais qu'on soit tous ensemble. Donc je l'ai trouvé hyper poétique. Pareil, c'est aussi la recherche d'une liberté, c'est une invitation également à l'évasion, au voyage, qui malheureusement est bloqué en ce moment. C'est surtout que le désert, c'est quand même un paysage qui est hyper doux avec le sable, et qui est en même temps infini parce qu'on voit pas la fin, et j'ai trouvé ça vraiment très très poétique. Et enfin vraiment l'hymne, j'ai envie de vous dire, de cette collection, c'est quand même la liberté de mouvement. Et donc la liberté de mouvement, c'est vraiment ce qui a inspiré le directeur artistique de la maison. Voilà pour cette vidéo Pre-Fall 2021, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur cette collection, celle que vous avez aimée, celle que vous n'avez pas aimée. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.
Bye bye.